Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire, parce que franchement vous êtes le maire par excellence. Non seulement vous êtes maire vous-même, maire de Cannes, mais vous êtes aussi le président de l'association des maires de France. Les maires qui sont en première ligne sur les questions de la crise d'énergie, des déplacements, des pénuries de chauffeurs, sur la question du budget, on va y revenir, mais aussi sur les questions d'insécurité, puisque vous alertez inlassablement sur les questions d'insécurité. Je voudrais vous annoncer une information RMC. Ce matin, on apprend à l'instant que le quartier de Persaigne à Alençon a été le théâtre de violences urbaines et d'affrontements toute la nuit. Selon nos informations recueillies auprès des sources policières, il y a au moins 24 véhicules qui ont été incendiés. Est-ce que c'est une illustration de plus du fait que peut-être la ville est en train de devenir un lieu trop dangereux ? La ville, mais le pays entier, parce que ce que je constate en allant dans de nombreux départements, y compris ruraux, c'est que, y compris des villages, sont des bases arrières désormais de trafiquants. Que les incivilités infractionnelles, alors là on est sur l'insécurité, on est sur de l'atteinte grave à des biens ou à des personnes, mais que les incivilités infractionnelles se multiplient. Ça fait des années qu'on dénonce ce phénomène qui renvoie bien sûr à la défaillance, à l'impuissance régalienne, puisqu'on est au cœur de la mission de l'État, assurer la sécurité, qui renvoie aussi à un problème avec le docteur Maurice Berger, avec Naïma M. Fadel, de décivilisation. C'est-à-dire vous parlez de décivilisation, décivilisation globale en France. Notamment en Occident d'ailleurs, mais avec les phénomènes de violence des jeunes. Donc face à cela, il y a à la fois des réponses pénales qui doivent être adaptées, on en a proposé un certain nombre, notamment pour les mineurs. Il faut aussi des réponses éducatives que l'on connaît, et puis tout simplement retrouver le sens du sentiment d'appartenance. Et c'est là que les communes ont un rôle essentiel. Qu'est-ce que vous appelez décivilisation ? C'est quand un individu de 14 ou 15 ans, comme ce fut le cas dans ma commune, qui n'est pas à l'abri des phénomènes de violence, et je ne les ai jamais cachés en ce qui me concerne, peut tuer une femme en ricanant pour voler un sac. Alors, c'est pas des faits divers. Ces images, je m'arrête un instant là-dessus, parce que le fait auquel vous faites référence, il est très précis. C'est cette personne, c'est cette vieille dame qui sortait de chez elle, et il se trouve qu'on a les vidéos, puisque ça a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Il y a des jeunes de 14 ans qui la bousculent violemment par l'arrière, la jettent à terre pour lui voler son sac. Oui, puis en ricane, etc. Et ce film, ce ne sont pas des faits divers. Alors, il ne faut pas d'un côté se repaître de cela de façon sordide. Il faut essayer de comprendre les phénomènes. D'abord, il y a une multiplication de témoignages. Donc, de plus en plus, de faits de violence, de trafic, de deals. Vous vous rendez compte, sur la Côte d'Azur, on a eu plus de 200 vols de montres depuis le début de l'année. En France, on ne peut plus sortir avec une belle montre. C'est le cas à Paris aussi. Il y a 40 000, donc on le retrouve dans les témoignages, mais aussi dans les statistiques. 40 000 attaques au couteau ou rixes au couteau par an désormais en France. Les atteintes sur les biens et les personnes, donc les phénomènes de violence devant des lycées, des collèges, dans nos rues, les rixes, les atteintes sur les biens et les personnes ont augmenté de 33% en 5 ans. Donc il y a un phénomène qui nécessite une action immédiate sur le plan pénal, mais qui nécessite des actions structurelles pour qu'on se sente à nouveau appartenir à la même nation, à la même République. C'est minimisé au sommet de l'État Ça dépend. Il y a une tendance, bien sûr, à vouloir mettre sous le paillasson. On l'a vu sur le phénomène du Stade de France, où non seulement c'était minimisé, mais on voulait nous tromper, nous faire croire que c'était un phénomène de hooligans anglais, alors que manifestement, c'était un phénomène de violence endogène, dû en particulier à une population clandestine, immigrée, qui est présente de façon pérenne sur ce site. Et ensuite, la médiatisation fait qu'il y a des séquences de com'. On l'a vu cet été avec les rodéos. Alors, il y a eu au moins un début de réponse, mais le marketing, l'absence de précision dans l'exécution des politiques publiques, les faits émotionnels, aujourd'hui, créent beaucoup de tort. Mais David Lisnard, prenons l'exemple que vous citiez de ces jeunes qui s'en sont pris à cette vieille dame. Aujourd'hui, plusieurs mois après, on en est où ? Alors, les trois ont été interpellés. Plusieurs semaines après, pardon. Les trois ont été interpellés grâce à une très bonne collaboration entre la police municipale, j'ai plaisir à le dire, et la police nationale. Un policier municipal qui connaît très bien le quartier, il les a identifiés tout de suite et on a permis leur interpellation. Ils seront jugés en novembre prochain et ils sont en centre d'éducation fermé. En attendant, la problématique, c'est que l'excuse de minorité ne peut plus s'appliquer. Donc, ce que nous proposons, c'est que, au-delà de 16 ans, lorsqu'il y a une atteinte grave à la physique ou morale à la victime, il n'y a plus d'excuse de minorité. On a le droit de conduire à 16 ans, on est responsable de ses actes. Et qu'en dessous de 16 ans,
il y ait une excuse de minorité qui soit revue sur 20% de la peine et pas 50% de la peine. Il faut analyser aussi le fonctionnement des centres éducatifs fermés. Donc revoir l'ordonnance de 45 sur la question des mineurs face à la justice. Et puis aller dans le détail des choses. Ce qui tue l'action publique en général, mais c'est vrai sur le plan budgétaire, c'est vrai sur le plan sécuritaire, c'est le théâtre politique. C'est les grands effets d'annonce, les grands discours sur l'émotion collective et puis on passe à autre chose. Comme dans une entreprise, comme dans une association, comme dans la vie, il faut aller dans le détail, comme on le fait dans nos mairies. On est des habitants parmi les habitants. Il y a une ville, donc on est obligé de régler les problèmes. Mais il y a une ville qui est en train de devenir en ce moment le symbole de l'insécurité, c'est Nantes. J'avais il y a 2 jours sur RMC le témoignage de cette femme qui tient 2 établissements de restauration à Nantes depuis des années et elle a vu sa ville se dégrader. Elle avait cette phrase, elle a dit l'insécurité, désormais ce qu'on nous répond à la mairie, c'est que ça fait partie du paysage nantais et les Nantais qui sont contraints de s'organiser eux-mêmes pour tenter de faire face à l'insécurité. La maire de Nantes qui pour l'instant ne répond pas à nos sollicitations, a simplement répondu par écrit à Ouest France. Elle a dit « Je refuse de céder à l'hystérie ». Alors, d'abord, la sécurité ne doit plus faire partie du paysage français. Il y aura toujours un peu de sécurité, évidemment, mais aujourd'hui, il y a véritablement un échec national en la matière. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'édulcorer les responsabilités des uns ou des autres. Les mairies sont, surtout les grandes villes, sont un maillon dans la chaîne, dans le continuum de sécurité, et on a des outils, mais on n'a pas l'autorité judiciaire. Ce qui est très frustrant pour un maire en matière de sécurité, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des actes d'enquête. Nos polices municipales, sauf sur réquisition du parquet, n'ont pas le droit de demander des papiers d'identité. Alors, moi, dans ma commune, on a une police municipale très importante, armée, formée. On a le réseau de vidéosurveillance le plus dense de France avec une caméra pour 110 habitants. Ça ne règle pas toutes les problématiques, évidemment, mais c'est un maillon de plus dans la chaîne de sécurité. Mais la problématique, c'est que, comme dans toute notre politique publique, là où on est sur le cœur des missions de l'État. L'État a été inventé dans l'histoire pour protéger à l'intérieur et à l'extérieur. Pas que, hein. Ah, c'est l'invention de l'État. Pour vous, c'est vraiment c'est la sécurité. Pardonnez-moi, mais non, c'est pas que la seule mission de l'État. Il y a d'autres missions de l'État. L'aménagement du territoire, l'égalité des chances. Mais l'État a été inventé, Hobbes l'a théorisé mieux que quiconque, mais parce que l'homme est un loup pour l'homme, pour protéger le groupe, protéger la nation des attaques intérieures, des attaques extérieures. C'est la première mission de l'État. Et malheureusement, plus l'État prélève d'impôts, plus il dépense d'argent, on a le record de la dépense publique, on le voit avec le projet de budget, plus il est défaillant sur ses missions régaliennes. On s'adapte toujours, en fait, la réalité à la pénurie. On a un sous-équipement carcéral, on a un des pays qui a le moins de places de prison par habitant. Et bien la conclusion, c'est qu'on n'exécute pas assez les peines d'emprisonnement qui protègent les habitants en les isolant, d'une part, et que d'autre part, il y a une surpopulation carcérale qui finalement catalyse les problèmes, accélère les problèmes en prison. Vous dites que l'État est défaillant. Est-ce qu'il est défaillant aussi sur les questions de laïcité ? On l'a vu ces derniers jours avec la révélation, et BFM TV y a eu accès, de ces notes des services de l'État qui ont été adressées aux recteurs pour les alerter sur des véritables offensives à la laïcité dans les établissements scolaires, y compris dans les écoles. Les maires ont la charge des écoles. Les appels à pratiquer la prière dans les lycées, des influenceurs qui lancent des défis, porter le voile dans l'enceinte de l'école. D'abord, est-ce que c'est des problèmes auxquels vous êtes confrontés ? Alors, les maires ont la responsabilité des bâtiments des écoles, pas du contenu et des établissements. J'ai l'impression que chacun a un petit morceau et du coup... Mais c'est bien des problèmes. Moi, je demande le problème de la France, c'est une perte de responsabilité individuelle, puisqu'on ne sait plus qui fait quoi. Mais en l'occurrence, les maires ont la responsabilité des bâtiments des écoles et du périscolaire. 2, il y a un phénomène d'entrisme islamiste depuis des années. Pardonnez-moi, mais et je ne crois pas être quelqu'un d'extrême, j'ai été un des premiers à le dénoncer, y compris sur les espaces balnéaires, puisque j'avais été le premier maire, ce qui m'avait été bien reproché, à prendre un arrêté sur les burkinis. Pourquoi ? Ça pourrait paraître ridicule de prendre un tel arrêté, mais en fait, il y a une dynamique politique de conquête de l'espace public et de l'espace privé. Ça a été vrai en entreprise, les choses s'améliorent par une clarification du droit, mais c'est vrai aussi dans l'enseignement, où il y a des minorités agissantes. Si on ne contre pas ces minorités agissantes, on banalise l'islamisme radical et d'abord on trahit l'esprit républicain universaliste, on ne respecte pas la civilisation française, mais en plus on laisse nos compatriotes musulmans les plus intégrés, ceux qui sont français et qui le sont de façon pleine et entière, finalement se voir marginalisés au sein des pratiquants musulmans. Vous parlez carrément d'une volonté politique. Est-ce que c'est-à-dire que chaque jeune fille, on voit les images sur les réseaux sociaux, je les ai diffusées ici même ces derniers jours, de jeunes filles qui se filment
filment elles-mêmes sur TikTok ou sur Instagram dans l'enceinte des lycées, ultra fiers de mettre leur voile ou leur abaya, voire même de faire la prière dans l'enceinte des lycées. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes filles-là, elles ont une volonté politique? Ça veut dire qu'il y a deux phénomènes faciles. Il y a d'abord une volonté de provoquer que tout gamin ressent, et il y a une volonté de transgresser. Et donc c'est pour ça que la médiatisation peut aussi stimuler cela, mais il faut bien parler des problèmes. Et puis deuxièmement, ça a été démontré, d'ailleurs vos confrères du Parisien ce matin ont fait une enquête. C'est à la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Montre qu'il y a des réseaux, il ne faut pas être naïf, il y a des réseaux fréristes, il y a des réseaux salafistes, mais c'est surtout chez les fréristes qui ont une frères musulmans d'entrisme, absolument, et qui sont organisés. Enfin, on ne le découvre pas. C'est des coups de butoir. Bien sûr. Et puis, la réaction face à cela, c'est déjà la réaction des pouvoirs publics, c'est souvent de le cacher. Tant que c'est pas médiatisé. Je voudrais vous donner la réponse de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, qui a été interrogé depuis la divulgation de ces fameuses notes aux recteurs qui alertent sur ces coups de butoir à la laïcité. Et voilà la réponse du ministre de l'Éducation. Nous sommes attentifs à toutes ces manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles. Nous sommes donc attentifs, dit-il, mais il ajoute des données plus précises seront disponibles à partir du début octobre. J'ai annoncé que nous publierons chaque mois des données à propos de ces signalements. Est-ce que ça suffit ? C'est bien déjà que le thermomètre fonctionne, à condition qu'il soit réel, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment les remontées. Il faut appliquer la loi du 15 mars 2004, qui est très simple et très... Sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école. Ostentatoires, et qui est très très adapté à ces situations. En fait, il suffit d'appliquer la loi. Il suffit d'appliquer la loi, et puis qu'une fois de plus, les discours soient traduits en actes. La crise civique dans laquelle nous sommes, qui est vraiment, qui interpelle beaucoup, les taux d'abstention, les votes d'humeur, les phénomènes de violence gratuite, y compris sur les élus d'ailleurs. Mais moi j'aimerais bien poser la question très concrète. Elle est le fruit de ce décalage entre les discours grandiloquents, les indignations, ne laisseront plus passer cela, lorsqu'il y a une émotion collective, et en fait la facilité de ne pas aller dans le détail. Mais David Lisnard. Donc il faut soutenir nos principaux, nos proviseurs, nos directeurs d'école, nos enseignants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui plus de la moitié des enseignants déclarent ne plus oser enseigner la Shoah ou étudier Voltaire en France? Terre des Lumières, c'est plus possible. Mais justement, David Lisnard, pardon, mais cette question, je l'ai posée il y a 2 jours à la Première ministre. Et elle disait, il faut appliquer la loi. Vous répondez aussi à la même chose, il faut appliquer la loi. Mais qui doit appliquer la loi? Est-ce que c'est au professeur seul face à ses élèves? Et encore une fois, quand il demande à une jeune fille, ce qui a été le cas notamment récemment dans le centre même de Paris, d'enlever son voile, de découvrir sa tête, si la jeune fille refuse, on fait quoi? Il est évident que les parents doivent être responsabilisés. C'est comme sur les faits de délinquance. Moi, dans les volets, il y a le volet répressif, mais il y a le volet responsabilisation. Soit on est majeur et on est responsable, soit on est déclaré irresponsable, et dans ce cas-là, les parents doivent être responsabilisés. Et il y a plusieurs façons de responsabiliser les parents. C'est soit une amende pécuniaire pour ceux qui sont solvables, soit une restriction d'aide sociale pour ceux qui ne sont pas solvables. Vous l'appliquez vous-même à Cannes, cette question-là? Je le demande, mais en droit, je n'ai pas le droit de... Moi, en tant que maire, c'est pas moi qui décide. Mais vous essayez de travailler avec la justice. Mais vraiment, je répète, ce qu'il faut, c'est l'exécution des choses dans la durée. C'est pas simplement les moments émotionnels. Alors, une semaine, on va nous parler des violences faites aux femmes qui sont une abomination, et puis on va créer un couple-fille dans les commissariats, puis la semaine d'après, ce sera les violences faites aux élus, et puis la semaine d'après, ce seront les phénomènes de radicalisation. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'exécutif exécute. Vous savez, les mots ont un sens. Le législatif doit légiférer, l'exécutif doit exécuter. Or, il y a bien longtemps qu'on est dans le théâtre politique, et c'est ce qui alimente la crise civique et démocratique. Je vais vous interroger sur le budget dans un instant, mais vous avez dit que la moitié des enseignants d'histoire-géographie n'osaient plus... Il y a eu une étude, mais c'est publié, officiel. Je crois même que c'est évoqué dans l'éditorial de votre collègue du Parisien aujourd'hui, M. Charbonneau, qui n'ose plus étudier certaines périodes de l'histoire. Je crois que c'est dans les collèges ou au début de lycée, et c'est notamment la Shoah, mais aussi Voltaire. Mais aussi Voltaire. Parce qu'il était trop critique vis-à-vis des religions. David Lisnard, le budget est donc présenté cette semaine, et les maires disent être particulièrement déçus, voire en colère. Pourquoi ? On est dans un feuilleton sans fin, journée sans fin. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on n'a pas de budget de l'État équilibré. On a une dégradation des comptes publics. Alors là aussi, grande différence entre les effets d'annonce très martiaux et la réalité des faits. Plus 10 800 fonctionnaires d'État. Une dépense, on va être sur un record d'emprunt de l'État l'année prochaine à 280 milliards. On dit que c'est à l'euro près.
280 milliards sur du fonctionnement. Si on fait ça dans une mairie, c'est du pénal. C'est interdit. Nous, on n'emprunte que pour de l'investissement, pour créer un actif. Il n'y a pas de problème de finance. Il y a des communes bien gérées, des communes mal gérées. Donc vous dites, à l'euro près, c'est vraiment un effet d'annonce, quoi. Ah bah oui, évidemment. Il y a une facilité de la dépense publique qui flatte l'opinion, évidemment, qui alimente les phénomènes inflationnistes, puisque les politiques d'expansion budgétaire et d'expansion de masse monétaire font que lorsqu'elles sont déconnectées de production de biens et services, eh bien, vous avez une augmentation des prix. Donc, les prix, vous savez, c'est l'impôt des pauvres, l'inflation, parce que ça touche surtout le logement, l'énergie, l'alimentation. Et tous les biens sur lesquels ils ne peuvent pas arbitrer. Et parallèlement, les seuls que l'on veut prélever encore, parce que le fait de ne pas indexer ce qui appartenait aux collectivités, on nous a supprimé nos recettes fiscales, taxes d'habitation, taxes professionnelles, on nous les a remplacées par des dotations. Et dans le langage commun très démagogique de l'exécutif, on dit l'État donne tant aux collectivités. Non, c'est de l'argent qui, dans la Constitution, appartient aux collectivités, toutes les DGF, les dotations. Ils se donnent le beau rôle, quoi. Ce n'est pas un don, c'est un dû. Et si ce n'est pas indexé, c'est un prélèvement de l'État. Mais la question fondamentale, c'est comment se fait-il, en début de quinquennat, qu'on ne s'attaque pas à la matrice, à l'organisation des pouvoirs publics. Nous avons le pays qui a le record, hors Covid, etc., des prélèvements obligatoires, impôts et charges. C'est incontesté. Le record de la dépense publique, on est presque à 60%. Mais à cela, le gouvernement répond, on n'augmentera pas les impôts. On n'a jamais autant eu de fonctions publiques, on n'a jamais autant eu aussi peu de fonctionnaires sur le terrain. Pourquoi ? Parce que là où la moyenne européenne, c'est 24% de fonctions administratives de back-office, on est à 34% en France. Donc, cette suradministration, cette bureaucratie qui exaspère tous les maires, qui exaspère tous les chefs d'entreprise. Moi, je viens d'entreprise. Et il n'y a pas d'effort qui a été fait là-dessus. Emmanuel Macron avait promis qu'on arrêterait d'emmerder les Français. La preuve que non. Oui, puis il avait dit par parallèlement qu'il fallait en emmerder une certaine catégorie. C'était ces termes. Mais sur la vaccination. Mais c'est accessoire. Mais parallèlement, non. Il n'y a jamais... L'inflation de textes, on est à plus de 50% de textes en moins de 20 ans. On a plus de 400 000 articles. Donc vous avez l'impression de payer pour des efforts qui n'ont pas été faits par l'État. 46 milliards ont été prélevés sur les collectivités depuis 6 ans. Nous avons des budgets, même la ville la plus mal gérée a un budget à l'équilibre, c'est une obligation légale. Donc on fait des efforts tous les jours. Et aujourd'hui, ce qui est mis en cause, ce sont les services publics de proximité. Ça veut dire que les services publics de proximité vont être dégradés, nécessairement dégradés ? On va voir, parce que la discussion parlementaire commence. Je sens de bonnes intentions aussi chez certains membres du gouvernement. Quand on discute avec Christophe Béchu, quand on discute avec la Première ministre, il y a un dialogue qui s'est instauré. Mais le budget ne correspond pas à ce qui nous avait été dit sur différents facteurs. Et donc, on va maintenant profiter de la période parlementaire, du débat parlementaire, pour ne pas être spolié et pour ne pas spolier les habitants. Vous avez l'impression carrément d'être spolié, vous les maires de France ? On le dit, toutes tendances confondues, y compris ceux qui sont près du gouvernement. Enfin, toutes les prises de position de l'AMF sont prises à l'unanimité. L'AMF, donc l'Organisation des maires de France, dont vous êtes le président. Vous disiez les services publics pourraient être dégradés. J'ai 2 points sur lesquels je voudrais vous interroger qui sont très, très quotidien pour les Français, c'est la question des transports, notamment des transports scolaires, et la question des piscines. On a vu avec cette crise énergétique que certaines piscines avaient fermé. Est-ce que dans un sens, c'est pas aussi un peu la faute des maires qui avaient délégué ces services-là à des entreprises qui, face à la hausse des coûts de l'énergie, ont préféré fermer les piscines ? Alors, il ne faut pas tomber dans des approches religieuses sur la gestion des services publics. Et les services publics, moi, mes piscines sont gérées directement en régie. Elles pourraient être déléguées. Et ça fonctionne très bien dans certains cas. En l'occurrence, il y a une obligation de continuité du service public pour les délégataires. Et d'ailleurs, les maires concernés que vous évoquez, y compris en région parisienne, ont obtenu gain de cause et ces piscines rouvrent. Mais à un moment donné, il y a des principes de réalité. C'est-à-dire que quand vous avez des factures énergétiques qui sont... J'ai eu le cas... Je crois que c'était dans Haute-Vienne, le maire de Lille qui me disait que sa facture énergétique passait de 300 000 euros à 1,8 million. Mais tu veux pas, oui, 3 6, 18, 1,8 million. C'est colossal. C'est colossal. Alors, on va voir les dispositifs qui vont être mis en place. Le premier dispositif qui a été mis en place cet été, l'AMF l'a dit, n'était pas pertinent parce que c'est pardonnez-moi le jeu de mots, une mauvaise usine à gaz, c'est-à-dire des compensations qui seront versées en septembre 2023 sur des communes dont la CAF... Ils vous disent qu'ils vont simplifier, ils vous disent qu'ils vont... Bon, nous, on donne une chose très simple, on ne demande pas d'aide. Parce qu'on ne veut pas être considéré comme des sous-traitants des politiques publiques de l'État. On demande simplement qu'on respecte notre intégrité financière, qu'on cesse de nous piocher. Un mot sur les transports, David Lisnard. Les transports, il faut absolument pas... Enfin, c'est une évidence que c'est un service public essentiel, pour reprendre une terminologie qu'on a découvert il y a 2 ans, et qu'ils doivent être maintenus et garantis. La politique, vous voulez quoi, vous, David Lisnard ?
Moi, je souhaite que mon pays aille mieux. Je crois profondément à l'avenir de la France. Et LR, votre famille je crois qu'il faut être très lucide sur le déclassement de notre pays, notamment le déclassement éducatif, le déclassement sécuritaire, le déclassement économique, mais qu'il faut être aussi très confiant sur notre capacité de rebondir. Qui pour incarner ça ? Pour cela, il faut construire une offre alternative. On ne peut pas laisser cette dialectique actuelle entre un pouvoir empêtré dans le en-même-tentisme qui veut flatter tout le monde. J'ai bien compris, tous les gens chez LR disent ça, mais aujourd'hui, il y a une bataille aussi pour la présidence de LR. Vous ne serez pas candidat ? Non, parce que j'y ai pensé, mais il faut faire des choix dans la vie, des choix notamment de capacité de faire. Ça me paraît peut-être naïf, mais je suis maire de ma commune j'adore, ça me prend beaucoup de temps, c'est compliqué, mais au moins c'est concret. J'ai eu la chance et le privilège d'être choisi par mes pairs pour être président de l'Association des maires de France. C'est une belle fonction qui est chronophage, qui est bénévole, qui est passionnante. Et objectivement, prétendre assumer une fonction de plus sans pouvoir vraiment l'assumer de façon pleine et entière. Et vous soutiendrez qui, du coup ? Je ne suis pas sûr d'afficher un soutien pour une raison simple, c'est que si je n'y vais pas, c'est aussi pour garder une autorité sur l'AMF. Je ne veux pas en avoir que les inconvénients sans en avoir les avantages politiques. Donc vous ne choisirez pas ? Alors moi, je ferai un vote, je choisirai à titre individuel, mais bon, je suis pas sûr que de toute façon ma décision remporte grand monde et puis chacun sera responsable de son vote. Voilà. Et vous voulez pouvoir garder une assise aussi sur les maires de France sans être enfermé dans une étiquette. Qui s'appelle Nouvelle Énergie depuis 2013, qui fonctionne très bien et qui me permet vraiment de porter une offre sur du contenu. Ce qu'il faut aujourd'hui, avant d'avoir l'obsession de l'incarnation, c'est d'avoir l'obsession du contenu. Les gens se disent, tiens, s'ils sont au pouvoir, enfin, ils vont respecter certains principes. Pas un programme détaillé maintenant, certains principes. Et sur l'LR, d'ailleurs, à mon avis, ce qui plombe un peu l'élection d'LR, c'est qu'on élit un président pour 5 ans, et avec l'obsession de la présidentielle dans 5 ans. D'abord, il faut un travail pour faire monter des talents, pour être présent sur le numérique, pour être présent dans les universités, dans les syndicats. Et moi, je proposerais très simplement que quand on vote pour le président, on vote aussi pour un changement des statuts et que ce président soit élu pour 2 ans, avec une mission de redresser le mouvement, comme dans une entreprise, de créer un contenu, d'assainir les finances, de faire monter des talents, donc décaler ça d'aborder les européennes, et comme ça on aurait une élection de la présidence LR après les européennes, à 1 an et demi la présidentielle, qui permettrait d'avoir une vraie dramatique autour de l'élection de cette présidence d'LR et donc de faire venir des adhérents. Et donc on changerait de prendre l'agenda politique. Changer le calendrier et l'agenda. Monsieur le maire, donc David Lisnard, maire de Cannes et président des maires de France. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.